Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, personne ne mettra en péril la sécurité nationale. C'est la réponse du président nigérian délivrée à son peuple ce soir à la télévision. Après plusieurs semaines de violentes manifestations réprimées dans son pays, 12 personnes ont perdu la vie en dénonçant justement les violences policières. Nous irons à Abuja dans ce journal. La crise post-électorale en Guinée. Depuis la présidentielle de dimanche dernier, la tension monte dans le pays. Des affrontements entre des militants de l'opposition et les forces de l'ordre se multiplient et ont fait au moins 12 morts. Et ils sont nombreux à manifester par ailleurs devant des ambassades dans le monde. Reportage dans un instant à Conakry. En Côte d'Ivoire, la main tendue du gouvernement vers l'opposition reçoit un accueil plutôt tiède. À moins de 10 jours de la présidentielle, le pays vit une crise préélectorale qui a déjà fait 13 morts depuis une semaine. Sa parole était attendue. Le président nigérian Muhammadu Buhari s'est adressé à la nation ce soir, plusieurs semaines après les manifestations qui ont dégénéré dans le pays et causé la mort de 12 personnes. Et il a demandé à la jeunesse de mettre fin aux manifestations. On l'écoute. J'appelle les jeunes à arrêter de protester dans la rue. Et je demande au gouvernement de trouver des solutions. Votre voix a été entendue très clairement et nous allons répondre. Allons à Abuja, au Nigeria, pour retrouver notre correspondant Moïse Gomis qui a suivi pour nous la déclaration très attendue du président de la République. C'est une déclaration presque sans surprise de la part de Muhammadu Buhari qui s'est d'abord adressé aux casseurs en les menaçant, puisqu'on le rappelle, le Nigeria depuis plusieurs jours est sous le coup, et même au moment où on est en train de parler, il y a encore des violences qui se passent dans certains endroits du pays. Donc Muhammadu Buhari a menacé les casseurs de poursuites en leur précisant également que les forces de sécurité étaient sur le terrain et allaient les empêcher et allaient rétablir la loi. Ensuite, le président Muhammadu Buhari s'est adressé aux manifestants en leur disant qu'il les avait entendus, qu'il les avait entendus d'ailleurs depuis le 12 octobre dernier et qu'il acceptait les 5 points sur la réforme des SARS, une réforme qu'il dit qu'il a déjà initiée, qu'il a déjà donné les instructions pour que cette réforme soit mise en place, cette réforme de la police. Il a également indiqué qu'il lançait un fonds de soutien pour la jeunesse et un fonds de soutien pour les petites et moyennes entreprises pour soutenir les opportunités auprès de la jeunesse. Également, une restructuration de la grille des salaires des policiers et également des enseignants en indiquant également que pour lui, c'était une des priorités que les jeunes puissent entrer aussi dans l'enseignement. Le message qui est retenu par tous ici au Nigeria, c'est qu'il demande aux manifestants de rentrer chez eux et de ne plus marcher dans la rue puisqu'il estime qu'il a rempli son contrat en répondant à leurs demandes. Et depuis 2 semaines, les manifestations sont fermement réprimées au Nigeria. La population qui milite pour la fin de la violence policière s'est heurtée encore à de la brutalité de la part de l'État. Florilège des réactions au Nigeria et dans le monde par Harold Girard. Wizkid, Davido, Tiwa Savage ou encore Yemi Alade. Les superstars du Nigeria s'engagent pour dénoncer les violences dans leur pays. Sur les réseaux, la révolte a pris la forme d'un hashtag #EndSARS. Comprenez, démanteler l'unité anti-vol de la police nigériane. Davido, star de l'afrobeat, dénonce un gouvernement insensible. Si vous êtes un gouverneur au Nigeria et que vous ne pouvez pas parler aux citoyens de votre État sans être hué et chassé, vous devriez avoir honte. Selon Amnesty International, 12 personnes auraient été tuées par les forces de l'ordre durant les manifestations de mardi. Le chanteur Wizkid dénonce ces violences sur sa page Twitter. Le gouvernement nigérian tire sur des civils non armés. Les stars américaines se mobilisent à leur tour. Les chanteuses Rihanna et Beyoncé appellent à la mobilisation de leurs fans. Ça me brise le cœur de voir cette brutalité vide de sens envahir le Nigeria. Les violences doivent cesser. Ce jeudi, les manifestations continuent. Sur les réseaux sociaux, les appels à la fin des violences se multiplient. Le gouvernement nigérian, lui, a imposé un couvre-feu à Lagos. La Guinée sous haute tension. Des violences meurtrières ont éclaté en banlieue de Conakry depuis lundi soir. Au moins 12 personnes ont été tuées depuis le début des affrontements entre les militants de l'opposition, notamment ceux de l'UFDG qui revendiquent la victoire à la présidentielle de dimanche et les forces de l'ordre. Des manifestants devant des représentations guinéennes dans le monde
ont été signalés à Dakar, New York et Londres. Et dans les rues de la capitale guinéenne, l'ambiance, elle, est morose et tendue. De nombreux citoyens espèrent néanmoins un retour au calme. Reportage de Eliman Ndao et Malik Diakité. Des rues désertes, des commerces fermés, les principaux axes de Conakry d'habitude embouteillés, fluides. 4 jours après la présidentielle, la capitale guinéenne peine à retrouver son activité normale, suite aux violences meurtrières qui ont éclaté en banlieue mercredi. Ces jeunes Guinéens espèrent un rapide retour au calme. Le pays ne s'en va pas, il y a de violence partout. C'est que moi j'ai envie de dire à toutes les populations de se calmer. On veut que le pays soit calmé comme les autres. À Kaloum, commune du centre-ville de Conakry, la vie recommence petit à petit. Ces marchands ambulants comptent sur le retour de la stabilité pour reprendre pleinement leurs activités. La situation actuelle est très grave. C'est très grave. La façon dont on tue les gens ici, c'est très grave. Vraiment, moi, tout ce que je demande que ça cesse. Le développement d'un pays, d'abord, c'est la justice. Il faut qu'on maintienne ça. Je dis ça aux dirigeants de maintenir la justice dans le pays. La légalité entre nous. Un fort dispositif de sécurité a été déployé dans tous les quartiers de Conakry. Des forces de l'ordre qui n'ont pas accepté d'être filmées. À Dixine, en banlieue de Conakry, les habitants ont peur d'un regain de la violence. Cette mère de famille appelle les acteurs politiques à la responsabilité. Que tous les Guinéens acceptent le vainqueur. Que celui qui a gagné soit au pouvoir et que tous acceptent de l'accompagner. Nous, les femmes, nous avons vraiment souffert de cette situation. Et nous sommes très inquiètes. Depuis mardi, la Commission électorale nationale indépendante publie des résultats partiels et provisoires de certaines circonscriptions électorales de la Guinée, des résultats qui donnent Alpha Condé en tête, mais contestés par l'UFDG, le principal parti de l'opposition. Son leader, Cellou Dalein Diallo, estime qu'il a remporté la présidentielle dès le premier tour, sans attendre le décompte officiel. À 9 jours de la présidentielle, la Côte d'Ivoire s'enfonce dans la crise avec au moins 13 décès depuis une semaine. Le gouvernement a fait un pas important vers l'opposition, notamment à propos de la composition de la commission électorale. Mais Henri Konan Bédié et Pascal Affi-N'Guessan ont adressé une fin de non-recevoir. Les précisions de Thaïs Brook à Abidjan. Alors que le dialogue entre l'opposition et le camp Ouattara était au point mort, le gouvernement a fait ce mercredi plusieurs propositions. Premièrement, il propose un siège de plus au sein de la commission électorale indépendante, ce qui ferait 5 pour l'opposition. Il propose aussi la vice-présidence de l'institution au PDCI d'Henri Konan Bédié. Il propose la réforme des commissions électorales locales. Enfin, le gouvernement propose une rencontre entre le président Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié, mais l'opposition a décidé de rejeter ces propositions. Les membres de la délégation des candidats Henri Konan Bédié et Pascal Affi-N'Guessan ont réitéré leur volonté de dialogue, mais sous l'égide de la CEDEAO, facilitatrice du dialogue, car ils ne sauraient participer à une rencontre présidée par le gouvernement protagoniste au conflit. Le gouvernement serait de ce fait juge et partie. En clair, l'opposition est ouverte au dialogue, mais sous une médiation internationale. L'opposition maintient donc son appel à la désobéissance civile. Il réclame toujours le retrait de la candidature d'Alassane Ouattara, la réforme complète de la commission électorale indépendante et aussi la réforme du Conseil constitutionnel. Dans le reste de l'actualité africaine, en bref et en images, on vote aussi aux Seychelles pour élire un président et des députés. Le scrutin est marqué par une économie en berne à cause de l'épidémie de Covid-19. Le président sortant, Danny Faure, affronte une opposition divisée qui présente 2 candidats après une victoire historique aux législatives en 2015. L'archipel compte 115 îles éparpillées dans l'océan Indien. 70 000 électeurs ont déjà commencé à voter ce jeudi et ce jusqu'à samedi 19h. Au Mali, l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta est rentré ce mercredi soir à Bamako après un séjour médical aux Émirats arabes unis. Il avait été renversé par un coup d'État militaire le 18 août dernier et avait dû démissionner quelques heures plus tard. Au Burundi, 65 organisations de défense des droits humains et de la presse ont demandé ce jeudi la libération immédiate et sans condition de 4 journalistes du groupe de presse privé burundais Iwachu,
Emprisonnés depuis 1 an sur des accusations sans fondement, ils enquêtaient à l'époque sur des présumés affrontements entre les forces de sécurité et un groupe armé venu de RDC. Lorsqu'ils ont été arrêtés, c'était le 22 octobre 2019. Mauvaise nouvelle pour les aficionados de football sur le continent africain. La demi-finale de la Ligue des champions d'Afrique a été reportée pour cause de Covid-19. En effet, 8 joueurs de l'équipe marocaine des Rajas de Casablanca ont été testés positifs. Ils devaient affronter les Égyptiens du Zamalek ce samedi. Le match se jouera finalement le 1er novembre. Après un des confinements les plus stricts d'Afrique centrale, le Gabon passe à la seconde phase d'allègement des restrictions anti-Covid. Le nombre de cas de contamination est en baisse, avec près de 9000 cas testés positifs et 54 décès en 7 mois, contrairement aux bars maintenus fermés. Les restaurants peuvent reprendre du service sous réserve du respect de protocoles sanitaires. Reportage de nos correspondants Bernard Samuel Pomme, Ismaël Obionze, Joël Tatou et Michel Vando. Sur ce plan d'eau, une des adresses chics de Libreville, de nouveau autorisée à recevoir des clients, comme tous les restaurants de la capitale gabonaise, à condition que soit respecté port du masque et distanciation sociale. Pas de quoi entamer le bonheur de ce groupe d'amis, ravis de se retrouver après près de 7 mois de séparation. Après plusieurs mois de confinement, voilà, nous recevons la nouvelle avec beaucoup de joie. Bon, durant le confinement, ça a été très compliqué. C'était des messages, la messagerie instantanée ou encore les appels vidéo. Mais si les restaurants reprennent vie, l'accès au bord de mer, lui, reste limité. La police des plages veille sur le littoral, où la baignade reste proscrite au grand désespoir des promeneurs. Est-ce que le coronavirus connaît que c'est un restaurant, que ce n'est pas un restaurant? Qu'il y a des gens qui ne prennent pas d'alcool, qui ne fument pas, mais qui trouvent du plaisir à venir passer leur temps à la plage, histoire de décompresser aussi. Contrairement aux restaurants, les bars n'ont toujours pas reçu le feu vert pour une réouverture. Bruno Abessolo a perdu patience après avoir investi toutes ses économies dans son établissement. Près de 18 000 € perdus. Sans aucune recette depuis 6 mois, ni aide du gouvernement, il a mis son personnel au chômage comme tant de patrons de bars. Il n'y a aucune raison que les bars soient fermés. Nous avons plutôt besoin que le gouvernement nous accompagne. Il y a beaucoup qui ont perdu leur commerce parce que la crise a perduré. Les bailleurs n'acceptent pas que les gens restent sans payer. Avec un nombre de contaminations en baisse depuis plusieurs semaines, les autorités pensent avoir traversé le pire. D'où ce déconfinement progressif. Prochaine étape, la reprise des célébrations religieuses dans les églises et les mosquées dès le 30 octobre, avec un maximum de 30 fidèles. C'est ainsi que nous refermons cette édition du Journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, et en particulier ceux de Conakry à Cancan en passant par Kindia. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.